vous êtes sur StarTime. Vous pourrez également nous suivre sur Facebook via notre page officielle, groupe Kavi Media également. Nous regarder si vous êtes sur siaminfo.com, notre site de prédilection, sur Kavi Media également. Vous pouvez suivre cette émission en direct. Nous sommes jeudi 5 octobre 2023. Vous le savez, au menu de ce numéro du Scanner, la crise entre l'Association des magistrats de Guinée et le ministre Alphonse Charles White se dissipe peu à peu. Quelques jours seulement après la levée du mot d'ordre de débrayage des magistrats avec un ultimatum de 15 jours pour la levée du gel des salaires des magistrats et de la suspension de certains. C'est avis des magistrats, c'est avis Gami et Moussa Camara, entre autres. Le garde des Sceaux vient de lever le pied. Alphonse Charles White, dans un communiqué, a souligné notamment la levée des suspensions des magistrats Moussa Camara et Sehavi Gami, respectivement, juges au tribunal de première instance de l'ABI, substitut du procureur près le même tribunal, le retrait sur la page du ministère de la Justice et les pages personnelles du ministre de la Justice de tous les arrêtés de suspension concernant les magistrats en vertu de l'article 39 de la loi portant statut des magistrats et le dégel des salaires des magistrats concernés, des décisions qui permettront certes d'atténuer cette crise qui n'avait que trop duré, mais avait-il besoin d'en arriver là? Analyse et commentaires à suivre dans cette émission. Décret d'essai du vice-recteur de l'université de Kankan. Même s'il faut déterrer le corps, nous le ferons pour situer les responsabilités, menace le procureur de la République près le TPU de Kankan. Pour la courte histoire, Dr Moussa Fofana, feu Dr Moussa Fofana, vice-recteur de l'université de Kankan, s'était rendu, selon nos sources, à l'hôpital régional de Kankan pour une intervention chirurgicale. Le défunt aurait échangé avec le directeur du dit hôpital sur la possibilité de la faire sur place, ce que le directeur répondra par l'affirmatif. Malheureusement, au cours de l'intervention, les complications se sont présentées alors que le directeur était chez lui en famille. Informé, il viendra à l'hôpital sans, dans un premier temps, vouloir signer l'ordre d'évacuation, et ce n'est qu'à la dernière minute que l'ordre sera signé pour Bamako. Hélas, le patient est mort en route. Des faits qui se sont déroulés dimanche dernier. Saisi d'une plainte de la société civile, le parquet dit avoir ouvert une enquête afin que les responsabilités soient situées. Mais que faut-il réellement retenir au savoir de cette affaire? Nous passons au peigne fin, ce problème qui secoue la ville du Nabaya. Et puis la fièvre des entraîneurs persiste pour le Orea AC. Il faut le dire, les Rouges Blancs de Matam viennent de se séparer du technicien franco-marocain. Arrivé à peine un mois, Romain Folz, si je n'abuse, a été limogé par la direction du Orea AC. L'information a été donnée par nos confrères de 6 médias. Selon eux, la décision a été prise hier mercredi à l'issue d'une réunion du bureau exécutif du club. La direction du club n'a pour leur pas confirmé l'information, mais l'élimination précoce du club en Ligue des champions africaine serait la cause de ce limogeage. Un difficile moment pour le Orea AC qui a du mal à se relever. Pour comprendre les dessous de ce limogeage très prématuré, notre consultant sportif Amadou Major Diallo est avec nous. Il nous édifiera sur cette affaire. Et nous parlerons également en bonus de cette comparution de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, tout à l'heure. D'ici là, installez-vous confortablement. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Media. Et c'est parti pour le développement de ces différentes actualités évoquées à l'entame même de cette émission avec les débatteurs du jour. Vous allez le comprendre, une équipe dynamique avec des visages certainement nouveaux, mais pas que des visages nouveaux. Ali Badara, qui est l'ambassadeur de l'Axe. Bonjour, bienvenue. Bonjour Abdallah, bonjour à ce groupe tumultueux de malfaisants, de seigneurs sacrificateurs d'avenir, des gens qui baratinent la vie privée, la vie humaine, des anciens caciques du régime d'Alpha Condé qui continuent de croupir en prison
ces gens qui font le versatile à lieu et place de l'humanisme. Je veux vraiment m'adresser à cette CRIEF, mais aussi pour parler de ces prisonniers du régime de Mamadi Doumbouya, un régime qui avait écarté les erreurs du passé, mais qui même s'est ébouillonné dans cette erreur du passé. Bienvenue en Guinée où l'espoir il est impermis, ou que l'avenir d'ailleurs c'est de quitter le pays pour aller en Europe, même si vous n'aimez pas l'entendre. Je ne l'encourage pas, hein, évidemment. Cheikh Yamoussa Cheikh Camara, l'autre chroniqueur, je l'appelle comme ça et je l'aime l'appeler comme ça de cette émission. Bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à Williams Campbell, aujourd'hui l'animateur au centre de toutes les critiques. Au centre de toutes les critiques, on a vu aujourd'hui, même l'animateur, je le qualifie, qui fait fuir les invités en pleine émission. On va pas le faire dans le scanner, on va éviter cela. Mais non, je disais qu'on n'en avait pas, on n'avait pas besoin d'en arriver là. Allez, ça c'est même simple question à répondre, mais répondez, on passe à autre chose quand même. On va éviter ça dans le scanner. Oui, Amadou Major Diallo, notre consultant sportif, bonjour. Bonjour Abdallah et bonjour à nos téléspectateurs. Ça fait plaisir de te revoir. Hein? Ouais, le plaisir est partagé. Vous savez, souvent je vous ai dit quand on parle du sport, mais surtout le sport guinéen, je suis très content parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est ton domaine. C'est bien. C'est bien. Je suis le meilleur gardien de but du syndicat de la presse privée. Il sera le meilleur gardien de but peut-être pour Kavi. On verra bientôt. Allez, on parle de cette première actualité avec vous, Yamoussa Cheikh Camara. La crise entre l'association des magistrats et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Alphonse Charles White, qui s'extompe peu à peu, puisque on le rappelait dans nos différentes émissions, on le disait souvent que moi je dirais que c'était un problème qui n'avait pas trop d'être, parce que dans la plupart des cas on a quand même vu des textes de loi qui étaient interprétés différemment. Aujourd'hui c'était un retour à la case départ. Finalement le ministre a accepté la demande de ses magistrats, le dégel des comptes, la levée de la suspension. Est-ce qu'on était obligé d'en arriver là, de tirer cette affaire jusqu'aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas devenu une perte de temps finalement? Oui, mais tout n'est pas fini, il faut le comprendre. Presque fini. Ouais, presque fini, mais il y a encore des points qui restent. Il y a encore des points où le ministre se montre ferme là-dessus jusqu'à maintenant. Et oui, la bonne foi, ça a été montré par en tout cas les magistrats qui ont donné 15 jours, plus de 2 semaines d'ailleurs, à Charles White de revenir et sur sa position avec 15 points. Alors, déjà de salaire, ça en vaut la peine. Mais bon, mais d'où est venue cette décision-là? Et puisque de l'autre côté, on est sûr, je parle du côté des magistrats, on est sûr qu'on est sur le droit chemin, on est en train de défendre un droit qui nous appartient déjà, qui nous défend et qui nous protège également. Mais moi je me dis, il faut avoir peur, quelqu'un l'a dit, dans un pays où les juges eux-mêmes demandent justice, c'est qu'il y a problème. La personne a dit de fuir ce pays, mais quand on dit de fuir, ce n'est pas de quitter, il faut avoir peur par exemple. Alors aujourd'hui le problème, hier on était encore là dans ce même studio, lorsque maître Paul Yomba Kourouma a dit que ce département de la justice devrait être géré par un vieil homme avec beaucoup de sagesse. Et j'étais un peu perplexe quand j'avais entendu le monsieur dire ceci. Mais Charles White ne doit pas donner raison à maître Paul. Il faut que Charles mette de l'eau dans son vin. Donc finalement tu estimes que Paul Yomba avait raison? Bon, pas totalement raison. Je dis il ne faut pas qu'il donne raison. Parce qu'un ministre en charge d'un département, c'est d'abord un bon négociateur, c'est un bon partenaire, un bon manager, bien dit. Et donc, pour cela, il faut savoir gérer d'abord les composantes du département, c'est-à-dire à l'interne, les partenaires à l'interne. C'est comme un père de famille, par exemple, qui ne peut pas bien prendre soin de sa propre famille et puis ne mérite pas d'être responsabilisé comme chef du quartier. Donc c'est un peu ça. Alors depuis l'arrivée de Charles, on voit beaucoup de bruit, mais à l'interne, il y a des problèmes.
entre lui, soit entre lui et les avocats, soit entre lui et les magistrats, il y a trop de fronts. Ouais. Et là, ça risque de freiner ou d'impacter, s'il faut le dire, le bon fonctionnement de ce département. Alors, on le sait, on a des procès de grande envergure, d'ailleurs en cours, donc ce malentendu avec cette corporation de magistrats vraiment ne doit pas exister. Il faut que de part et d'autre le mettre de l'eau dans la... Parce que le problème n'existe pas du côté du ministre également. Seulement, voilà, ouais. Je veux le dire. Il y a l'AMG. De l'autre point, il y a l'AMG aussi. Il y a un problème d'ego. On le sait. Et depuis ces vagues de suspension dans les rangs, en commençant par le premier responsable, le président, Maître Mohamed Diawara, et puis ainsi de suite, le vice-président également. On a vu tout ça. Et donc, quelque part, il faut accepter de soutenir le bon côté de l'histoire et pour pouvoir sortir de la grande porte de part et d'autre, parce que les deux sont censés s'entendre pour le bon avancement de la justice guinéenne. Et puisque si aujourd'hui les magistrats décident d'aller en grève, de boycotter par exemple toutes les activités, de bouder, de suspendre toutes les activités, cela veut dire que forcément il va y avoir de l'impact. Et ça fait déjà 2 journées depuis la reprise du procès des événements du 28 septembre. Et vous savez, le souhait aujourd'hui des organisations de défense des droits de l'homme qui représentent aujourd'hui certaines victimes oui. dans ce procès ne veulent pas qu'il y ait de la ralentie, veulent voir la poursuite de ce procès. Évidemment, parlant de cette peut-être supposition de ralenti ou pas de procès, on a le GDH. Hier même, j'ai suivi un élément sur la télévision nationale où on a vu quand même le ministre Charles White, excusez-moi cette parenthèse, qui tendait la main aux institutions, aux instances pour avoir du budget. Mais on a quand même vu une année en arrière le ministre taper du poing sur la table, bomber, si je peux l'appeler comme ça, se vanter d'avoir tous les moyens pour organiser et suivre ce procès. Aujourd'hui, on a comme l'impression que le ministre de la Justice est en panne. Hein. Il est en panne. Je dis le ministre bien ou le ministère de la Justice est en panne. Parce que les caisses sont vides et aujourd'hui on est obligé de faire le mendiant. Donc là c'est un véritable problème. Au-delà même de ce souci avec les magistrats, si Charles White et son ministère ne font pas attention, on va arrêter ce procès tout simplement parce qu'on n'aura pas de finances pour, comment je peux dire ça, continuer. On n'aura pas assez d'argent pour continuer le procès. Et c'est cette étape qui vient si les instances internationales ne nous prêtent pas d'argent ou ne nous prêtent pas main forte. Yamoussa Cheikh. Et justement, avec tout ça, le ministre qui s'érige en mendiant aujourd'hui pour tendre la main. Alors si à l'interne, on a aussi les petits problèmes, entre guillemets, avec ceux-là qui sont censés établir, peut-être prendre des décisions dans nos tribunaux, dans nos cours de tribunaux. Et donc, ça va être un problème. C'est pourquoi moi je dis, il n'est pas encore trop tard de se rattraper de part et d'autre. Il faut que ces deux parties acceptent de conjuguer le même verbe pour que nous puissions sortir de l'ornière, puisque nous sommes à la croisée des chemins. La Guinée est à la croisée des chemins depuis le démarrage du procès des massacres du 28 septembre. Donc aucun incident ne doit avoir lieu pour que ce procès soit ralenti. Ça, c'est déjà bien noté. Oui, Akila, aujourd'hui, est-ce que le ministre, finalement, a cédé face aux caprices, je les appelle comme ça, ou aux revendications fondées de l'AMG? La boussole de la République de Guinée, elle s'est déjà boursouflée. Paul Yomba l'a rappelé. Les hommes sont en train de marcher torse nu, pieds nus, dans une république où c'est la justice elle-même qui réclame justice. Elle se transforme directement en une république bananière. Charles White, avec ce comportement peu flatteur et liberticide qu'il est en train d'imposer, il faut le faire revenir à la raison, parce que c'est un ministre qui est qui est en train complètement de s'égarer. Il est dans l'égarement. Il faut que Charles White revienne à de meilleurs sentiments. Il faut je l'ai rappelé, il doit avoir ce dos large.
C'est lui le ministre de la Justice. C'est lui qui est le décideur. Mais il est aujourd'hui le mauvais promoteur de la justice guinéenne. Ouais. Charles est devenu le prince héritier de cette transition. Quand il décide, personne ne peut le faire revenir à des raisons. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans la République où l'espoir a déjà foutu le camp. Et il faut que les gens manifestent, il faut que ça déborde. Il faut même des fois qu'il y ait des tractations pour qu'un ministre décideur redescende sur terre. Charles, il est dans l'excitation totale. Ces décisions, on sent même qu'il y a de l'excitation. C'est pourquoi une fois je l'ai rappelé dans ce studio qu'il faut veiller au grain de tasse de ce monsieur quand il a envie de prendre un café. C'est très important. Parce que ce qui arrive aujourd'hui à la justice guinéenne, c'est l'image de la Guinée qui est vendue. C'est la Guinée qui est complètement mise à terre. Est-ce qu'on va continuer dans ce sens? Est-ce qu'on va... Si vous voulez rappeler le peuple à l'unisson, vous voulez demander à ce que le peuple soit dans la même logique que vous-même, vous avez des comportements illogiques, des comportements qui n'apportent absolument rien à l'administration, des comportements aussi subalternes que tels qu'ils sont. Charles nous prouve à suffisance qu'il n'a pas cette expérience de gérer la justice guinéenne, qu'il n'a pas cette sagesse et qu'il n'a pas l'élégance, s'il faut, de gérer ces vieils hommes. Maître Paul Yomba, je soutiens sa thèse. Oui, à 100%. Donc aujourd'hui, Charles n'avait pas besoin de tirer ce problème jusqu'à 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Il devait tout simplement lever la justice. Parce qu'on se retrouve à la case de départ. Avec ces soubresauts, il faut le rappeler, il y a seulement un embrouillamini qui a causé ces dégâts. C'est entre lui et le magistrat, M. Diawara. Non, mais c'est guerre d'ego. C'est guerre d'ego, cette jalousie interne. Mais si le ministre lui-même il est délité de toute sagesse, il refuse de répondre à l'appel des autres, c'est que d'un côté c'est lui-même le problème. Aujourd'hui, la solution, elle voudrait que Charles, s'il n'arrive pas à gérer ce département, on sait que c'est un ministre qui est disposé quand même à répondre à l'appel des médias, il vient s'expliquer. Mais cela n'est pas le cas. Charles a violé un article, une fois je l'ai lu dans ce studio, et l'alinéa 9 qui dit que même le président n'a pas ce pouvoir, cette autorité de geler le salaire d'un magistrat. Pourquoi un simple Charles White qui, au-delà d'être ministre, pourrait être un citoyen, va se comporter ainsi? C'est un jeune. Il est jeune et s'il ne fait pas attention, un jour, il sera condamné par le tribunal de sa conscience. On ne le veut pas. Le problème de la Guinée, c'est ça. C'est les hommes qui sont forts. Nos institutions, elles manquent de robustesse. Et Charles n'a pas cette forteresse s'il le faut. Il doit revenir sur terre. Sinon, sans quoi, la justice guinéenne, elle sera toujours une justice de sélectivité, une justice qui n'aura pas une belle image. Et malheureusement, l'homme qui la gère, si vous prenez ses facultés, vous comprendrez qu'il manque de cette sagesse, qu'il ôte sa robe d'arrogante et orgueilleuse, qu'il redescende sur terre. Les hommes qui font face à lui, ce sont des magistrats. C'est des porteurs de robes. Et il est magistrat. Il est magistrat. Il est magistrat. Il est aujourd'hui le ministre de la Justice. Lui aurait été moi à la place de Charles White. C'est comme moi, par exemple, Yamoussa. Pour le moment, tu n'es pas à la place de Charles. Vous nommez Yamoussa ministre de l'Information et de la Communication. Mais s'il commet des bêtises, c'est que je vais dire qu'il n'a pas su quand même garder ce cap. Parce que c'est un journaliste. Et aujourd'hui, on parle de la magistrature. Et Charles, il est le ministre de tous ces hommes réunis. Pourquoi il ne peut pas ôter cette robe d'arrogance? Mais c'est ça le problème. Charles, il est fait pour être jeune. Il est jeune. Demain, il sera vieux. Et si un autre jeune se comporte comme il le fait, Charles aussi aura le même temps que les maîtres Yomba. Il doit redescendre sur terre. C'est ce que je ne comprends pas en fait. Sa jeunesse n'a rien à voir avec sa responsabilité. Il y a de ces postes de responsabilité. Il y a de ces postes de responsabilité. Les vieils hommes ne peuvent pas gérer. Les jeunes aussi ne peuvent pas gérer. Si vous êtes inexpérimenté, parce que si vous prenez Charles, l'expérience
l'expérience de Charles, le ministère de la Justice est plus âgé que l'expérience de Charles. Est-ce qu'il a même eu 8 ans dans l'administration ou dans la magistrature? Bien sûr. Le ministère de la Justice a toujours été quand même plus âgé que beaucoup de ministres. Cela n'a pas commencé par Charles. Et c'est vrai, il manque aujourd'hui de retenue, de la sagesse, si vous voulez qualifier, peu importe le qualificatif. C'est un mouvement que j'ai offert. Que vous accordez, que vous employez, que vous attribuez. Mais ce qu'il faut retenir, il ne faut pas seulement jeter Charles en pâture. Ce n'est pas seulement lui le problème. Il a rappelé qu'il a lui-même dans sa communication que c'est une guerre d'ego, c'est un problème d'ego. On est tous unanimes là-dessus que de part et d'autre, il y a problème. Et vu qu'il y a problème, il faut que l'on accepte de se dire la vérité. Et cette vérité, c'est quoi? Il faut que des deux côtés, que l'on accepte de mettre de l'eau dans nos vins. Bien. Abdallah, mais si c'est Charles, le ministre de la Justice, c'est lui le décideur. Si ça ne va pas, c'est lui le décideur. Si Charles a un président. Non, sérieusement, Charles a un président. Charles a un président. Charles relève d'un président. S'il est dans cette surexcitation, c'est le président qui doit le faire revenir à la raison. Surexcitation, il est fort de quelque chose. Il est fort de la loi. C'est parce qu'il est le prince héritier de cette transition. Il fait l'affaire de cette transition. Il a fallu l'arrivée d'un connaisseur de droit pour qu'aujourd'hui l'on fasse de la sodomie à cette république. Bien. Oui, c'est qui se connaît. Je vais dire à Diallo de couper le micro d'Akila pour qu'on puisse continuer le débat, sinon ça devient très compliqué. Abdallah, je me pose la question, c'est qui se... Moi, je ne suis pas contre ce que soutient Akila, d'accord, mais je dis que le problème, il est plus que personnel. Ce n'est pas un problème de personne. Et c'est vrai que la première autorité à interpeller, quand il s'agit de parler de la justice, quand il y a des failles, quand il y a des problèmes, c'est bien sûr Charles White. Puisqu'aujourd'hui, quand il y a problème en Guinée, on parle de Mamadi. Mais à côté de Charles, il y a des déconcentrations, il y a des cadres. Et parmi ces cadres figure cette corporation de la magistrature, des magistrats. Et forcément. Et donc, le problème, la genèse du problème, nous la connaissons tous. Nous la connaissons tous. Et c'est ce problème d'ego entre l'AMG, le président de l'AMG et le magistrat. Et Charles White. C'était des amis. Je ne comprends pas comment tout ça est arrivé. Et justement, c'était des amis. Mais aujourd'hui, cette guerre d'ego, cette façon de se taper la poitrine l'un contre l'autre est en train de jouer sur notre justice. Et c'est ce qu'il faut dire. Charles a des problèmes peut-être, il est sûr de lui et il est sûr de la loi, et parce que c'est aussi un magistrat tout comme les autres, et c'est la même loi que lui. C'est compréhensif. Voilà, c'est compréhensif. Il a ses droits de dire halte à un magistrat qui veut outrepasser. Et puisqu'aujourd'hui on a compris les décisions qui sont rendues dans nos tribunaux. Et prenons par exemple le cas de Dame Asmao, dans le cas dans lequel Charles est intervenu jusqu'à aller à suspendre les magistrats de l'AB, d'où la grève déclenchée par l'AMG, les magistrats. Tout est parti de là. Alors, analysons un peu cette affaire, le contexte. Est-ce que le jugement qui a été rendu a été un bon jugement ou un mauvais jugement? Bon ou mauvais, il y avait le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, le Conseil supérieur de la magistrature. Nous venons tous dire qu'il est la première autorité. C'est-à-dire, il est le numéro 1 du département de la justice. Mais c'est pas à lui de suspendre. Oui, il ne peut pas s'immiscer de la justice, mais aussi c'est le ministre de la Justice. Non, mais attention, vous contredisez. Je ne suis pas... Vous contredisez. Gallo, il faut couper d'abord le micro d'Akila. Quand vous parlez, Akila, je n'encourage pas Charles à s'immiscer des décisions de justice. Mais c'est aussi le ministre de la Justice. Il ne peut pas influencer directement, mais il a son mot à dire quand une décision n'est pas rendue. Oui, je peux comprendre que quelle décision. Mais tu étais là. Mais je viens de le rappeler, dans un pays où les juges même demandent justice, ceux qui sont censés rendre justice sont là en train de demander justice. Mais il y a problème, Abdallah. Mais c'est pas Charles. Non, mais c'est pas Charles. Le seul problème, c'est qu'il y a problème. En fait, dans toute la composition de cette justice, il y a problème. Il faut que l'on se réveille. Il faut que l'on fasse un réveil de conscience. La boussole a des problèmes. Et ce réveil de conscience est
valable pour tout le monde. Bien. Pour tous les magistrats. Donc c'est quoi, oui, Akila, tu voulais ajouter. Là, c'est ton temps d'antenne. Et si tu dois parler, il faut parler. Mais tu vas éviter de nous, nous harceler. Merci de m'imposer les lignes dans ce studio. C'est important. Il a pas de la dictature aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Je sais que vous êtes un dictateur. Oui, merci. Je ne vais pas te dorloter. Soit dit en passant. Je dis... Charles s'est fait entourer par des gens. L'autre fois, on parlait de doyen Keiraba. Il ne peut pas être la seule personne à conseiller ce ministre. Il y a d'autres. Le ministre s'est fait entourer par des conseillers. La jeunesse. Et oui. C'est la jeunesse. Oui. Il faut comprendre, la jeunesse. Charles. Mais je comprends. C'est la jeunesse. Quand vous avez une tasse de thé, vous buvez demain, vous vous retrouvez devant les gens, vous tenez de tels discours, mais il y a quand même des questions à se poser. Charles doit avoir ce dos large. C'est un jeune, il est très jeune, il est appelé encore un jour à gérer un autre département qui ne sera pardon, d'ailleurs pas le département de la justice. Mais s'il continue avec ce comportement, s'il continue avec ça, tenez-vous bien, ça va mal tourner parce que là, ça prouve encore une fois de plus que le CNRD, après avoir pris le pouvoir le 5 septembre, et en écartant toutes les grandes têtes dans l'administration, parce que c'est là aussi que pose le problème. Quand le président de la transition est venu, Mamadi Doumbouya, il a parlé de cette histoire. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Il n'y aura également pas de redevance pour parler de ça. Aujourd'hui, il a écarté tout le monde, les secrétaires, les directeurs, les ministres. Les ministres, on peut comprendre. C'est eux qui ont travaillé avec le régime, à l'époque, le régime renversé. Mais quand il est venu, est-ce qu'il y avait nécessité d'écarter ses directeurs? Bien. D'écarter ses secrétaires. Les secrétaires qui sont venus, qui sont aujourd'hui nommés par décret ou par arrêté, ou ces directeurs, sont aussi devenus plus des partisans que des hommes qu'on avait besoin. Bien. Même si au temps d'Alpha Condé, il y avait cette surenchère, il y avait ce méli-mélo politique, et aujourd'hui, on est dedans, on est étalé. Charles, ceux qui le conseillent ainsi ne l'aiment pas. Bien. Ils sont en train de distiller la haine. Et malheureusement, nous sommes dans un pays qui germe dans le mensonge. Blanc bonnet, bonnet blanc. Régime Alpha, régime Mamadi, aucune différence. Bien, la jeunesse sait ce qu'elle ne veut pas. Avant de savoir ce qu'elle veut, c'est de Jean Cocteau. Vous l'avez déjà compris, continuez le débat chez vous. Nous, tout à l'heure, on ouvre un autre front. On prend la direction de Cancan pour parler de cette affaire, ce décès du vice-recteur qui crée, en tout cas, une grosse situation, une situation très compliquée au sein de la justice guinéenne. Vous allez le savoir tout à l'heure. Restez en notre compagnie. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Comme annoncé, on prend la direction de Cancan, mais avant, si vous nous regardez sur notre page Facebook, groupe Kavi Média continue avec vos différentes réactions. Vous nous écoutez sur la 89.5. Vous êtes forcément sur Kavi FM, le média du développement. Vous nous regardez sur Kavi TV, vous êtes sur le canal 500 sur Sat. Si vous êtes forcément sur Kavi Média, notre site internet, siaminfo.com, continuez avec vos différentes réactions. Siaminfo.com, en tout cas, qui reste notre site de prédilection. On parle de cet autre sujet, décès du vice-recteur de l'université de Cancan. Même s'il faut déterrer le corps, nous le ferons pour situer les responsabilités. Un décès survenu dimanche soir et le procureur dimanche soir et le procureur de la République après le TPI de
de Cancan ne veut pas laisser passer cette affaire inaperçue. Le procureur Diomandé qui tape du poing sur la table Yamoussa Cheikh Camara. On a suivi de très près cette actualité, une situation très très confuse du côté de Cancan. Un vice-recteur qui perd la vie après une intervention chirurgicale. Le directeur, selon nos sources, le directeur qui n'a pas voulu signer lors d'évacuation vers Bamako attend, et malheureusement le temps pour lui de prendre une décision, il se heurte à cette situation où on apprend que le vice-recteur est décédé. Aujourd'hui, le procureur de la République, saisi par une plainte de la société civile, veut coûte que coûte, vaille que vaille, faire éclater la vérité. Eh bien, c'est le feu Fanta Moussa Kourouma, je crois, et c'était pas Fofana. Bon, excusez-moi, voilà, du lapsus, c'est Kourouma évidemment qui voilà, c'était Kourouma. Oui. Et donc, c'est beau d'entendre un procureur dire que s'il faut, même s'il faut déterrer le corps, on le fera pour qu'autopsie soit faite. Ça prouve qu'il a une volonté. Ça prouve qu'il a une volonté parce que nous savons combien de fois les gens sont victimes de tels problèmes dans nos hôpitaux et que ça reste silence radio. Il n'y a aucune suite favorable. Est-ce que cela relance même le débat sur les compétences de nos docteurs, médecins, de médecins et autres. médecins dans nos hôpitaux et centres hospitaliers, entre autres. Oui. Et parce que voilà un monsieur qui était venu demander des soins intensifs et qui est confronté à une situation très mal appréciée d'ailleurs. Et puis voilà, qui s'est vu qui voulait quand même avoir, qui s'est vu selon les informations jeté entre les mains des médecins incompétents. C'est ce qu'on reproche des stagiaires. C'est ce que l'on reproche d'ailleurs de la direction de l'hôpital de Cancan. Et donc il y a problème, comme j'aime le dire. Il y a problème dans tous les secteurs, mais dans le secteur de la santé également, nous le savons. Aujourd'hui, ça fait toller parce que c'est un cas qui suscite et qui attire l'attention de l'opinion nationale et même internationale. Parce qu'aujourd'hui, les articles de presse en font voix et on ne veut pas lâcher l'affaire. De l'autre côté, le procureur dit qu'il va tenter de ressortir toute la vérité possible puisqu'il y a un doute et ce doute, l'équivoque doit être levé. Ouais. Mais ce qu'il faut souligner d'avant, Abdallah, c'est que la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui nos hôpitaux est une situation alarmante. Ouais. Et puisque vous ne pouvez quand même pas, je ne suis pas en train d'accuser aujourd'hui l'hôpital régional de Cancan, ce sont des informations qui restent à vérifier, qui sont à vérifier, même si le directeur régional de cet hôpital rejette avec d'un revers de la main noire ces accusations. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'enquêtes pour situer les responsabilités. Mais ce qui se passe dans nos hôpitaux, nous savons, c'est un secret de polichinelle. Les patients sont souvent abandonnés entre les mains des médecins stagiaires. Et puisque la vérité est que les responsables de ces hôpitaux, qui sont les médecins compétents, ont aussi les services ailleurs, dans des cliniques privées qu'ils ont eux-mêmes construites. Et donc, il va y avoir problème. On est en partenariat avec l'État et parce qu'on est un agent public, on dit qu'on a un salaire à la fin du mois qu'on doit prendre et donc il faut faire appel à d'autres personnes. Ça s'appelle substitution de service. Il faut faire appel à d'autres personnes pour venir nous remplacer dans nos postes. Et si vous remarquez, c'est le même problème partout et dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé. Et c'est pourquoi partout il y a ces cas de substitution. Partout il y a problème. Et si nous disons aujourd'hui que notre système éducatif est malade, c'est parce que ce ne sont pas les enseignants titulaires qui dispensent les cours. Et si aujourd'hui on a les mêmes problèmes dans nos services de santé, et c'est parce que ce ne sont pas les médecins traitants titulaires
qui rendent service, qui font soin. Alors, s'il y a la volonté aujourd'hui, moi j'encourage le procureur du côté de Cancan, s'il a la volonté, voilà, monsieur Diomandé, s'il a la volonté aujourd'hui, même si ça reste un peu compliqué parce que c'est du jamais vu dans notre pays, c'est du jamais vu. On a assisté à des cas de tuerie ici pour le problème d'autopsie, il n'y a jamais eu d'enterrement, de déterrement du corps pour question d'autopsie. Alors si ça commence par cette affaire de monsieur Moussa, Fanta Moussa Kourouma, et moi je dis je vais tirer chapeau à la justice guinéenne, parce qu'encore une fois ça va être des avancées significatives de ce côté-là. Il faut le dire, on va éviter de mettre de l'huile sur du feu. On parle de cette affaire, on parle de mort. Oui, non, bah attention. On parle d'un cas spécifique là, qui là. Il faut pas nous amener. J'ai une sensibilité aiguë, pas parce que vous allez me donner la parole et puis vous allez dire pas ça. Que je vais polémiquer. Je ne polémique pas là-dessus. Il faut respecter les morts. C'est bien sûr, il faut saluer la bonne volonté. Oui, quand même, c'est ça la vérité. Il faut respecter les morts. Que le procureur se taise. Qu'il se taise, qu'il sorte un peu dans cette histoire de Yetema fantologie là. Nous, on n'aime pas ça, on n'est pas dedans. L'autopsie. Au lieu de parler de l'autopsie, parlons du cas de mort. C'est une personne qui est décédée. On sait pertinemment que dans nos hôpitaux, surtout à l'intérieur du pays, ça ne va pas. Les médecins... Le ministre même en est conscient. Il en est conscient. Ouais. Mais quand même, c'est un ministre qui se gomme le visage. À part ça, rien d'autre. Non mais sérieux. Pourquoi tu attaques tout le monde à la fois? Non mais sérieux. Non attends, pourquoi tu attaques tout le monde à la fois? C'est eux le problème. C'est eux le problème. Donc pour toi, rien ne va. Rien ne va dans ce pays. Parlons de cette affaire maintenant. Le cas là, paix à son âme. On est en paix, Aguila. Que la terre lui soit légère. Amen. Il est certes mort. Moi, je vais dire c'est une mort naturelle. C'est Dieu qui a voulu. Pas une mort naturelle. Non, quand même. C'était à la suite d'une intervention chirurgicale. Je vais revenir sur ça. Bien. Je ne me presse pas pour ces docteurs-là. Oui, mais tu as déjà fait ton procès. De Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. Il est mort. Sa famille doit accepter et se plier à la volonté divine. Ça, c'est pour celui qui est croyant. Non, je sais que c'est une famille croyante. C'est des musulmans. C'est juste une hypothèse. Hein. Vous n'allez pas me dire qu'il... d'autres vont dire qu'il a été servi d'agneau comme Jésus. Bien. D'autres aussi vont dire que c'est une mort naturelle. Acceptons. Bien. Passons. Mais le problème... Akila le sage. Ça me fait plaisir de t'entendre le dire. Mais le problème... Oui. Certains de nos docteurs sont pires que Malakal Maut. Oui. Malakal Maut, c'est qui? Non, l'ange de la mort. D'accord. Certains de nos docteurs sont pires que ce dernier. Allez-y dans les hôpitaux. De Conakry à l'intérieur du pays. J'ai des images, excuse-moi de te tromper, j'ai des images de Donka où, vous savez, ils ont décentralisé un service pour le loger au niveau de on appelle Camboiro. Je t'assure, après l'émission, je te ferai voir les images. Je n'ai pas pu, moi Abdallah, je n'ai pas pu commenter ces images parce que le texte, il était tellement... sans appel. Hein. Moi, j'ose le dire parce que je n'ai pas fait de cadeau. Donc, au finish, j'ai dit non, mais ce n'est pas la peine. Parce que on délocalise le service, on les met dans des salles de classe. Dans les salles de classe réadaptées où tu vois dans une petite chambrette égale à notre studio où il y a 5-4 lits, où il y a des malades même qui sont couchés à même la terre. Hein. Allez-y voir, oui, il y a des malades qui sont couchés à même la terre. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le CNRD a cette volonté. C'est vrai que nous devons investir dans le branding guinéen. C'est vrai que le CNRD doit investir dans le branding guinéen. C'est vrai qu'on doit faire des ateliers. C'est vrai qu'on doit faire des forums. C'est vrai qu'on doit faire de la propagande. Mais dans nos hôpitaux, ça ne va pas. J'interpelle le président Mamadi Doumbouya parce que c'est le bon moment. Et le ministre Pété, formé comme moi. Un ministre copié-collé. Non, ça c'est à toi de le dire. Voilà. Moi, pas à moi de le dire. Un ministre comme moi, j'aime bien sa forme, son physique. Il est comme moi, je me vois lui.
mais il doit faire beaucoup de sport. Quand je parle de sport, ce n'est pas courir, mais c'est d'aller voir l'état de ces hôpitaux. On m'a interdit, moi, l'accès à ce centre parce que tout simplement, je suis parti, j'ai été et j'ai pris ces images sans pour autant qu'il ne le charge parce qu'il ne m'avait pas donné d'autorisation. En tant que journaliste d'investigation, il est aussi important de voler des images. C'est notre métier. On ne peut pas quand même voir les populations souffrir et les laisser comme ça. Donc, c'était une petite parenthèse. Quand tu me dis que ces docteurs ressemblent à des Malkal Maoulout ou l'ange de la mort, c'est toi qui sais le qualificatif, je te jure qu'il y a des médecins dans ce pays qui n'ont de foi ni de loi que pour les billets de banque. Ça, je t'assure, parce qu'une triste histoire que moi j'ai vécue à Donka, j'ose le dire, en 2006, j'ai perdu ma jeune soeur, parce que tout simplement, un docteur n'a pas voulu intervenir, un médecin n'a pas voulu intervenir, à temps parce qu'on n'avait pas d'abord fait le dépôt d'argent. Et nous, on devait aller jusqu'à Sonfonia, aller prendre de l'argent. À l'époque, en 2006, où il n'y avait pas ces transferts d'argent faciles, on devait aller jusqu'à Sonfonia, prendre de l'argent. Il n'y avait pas de mototaxi à l'époque. Imaginez la distance. Revenir, le médecin, il a tout simplement voulu faire le choix entre l'argent et la vie de ma soeur. Et ça, je le regrette. C'est une histoire que je n'aime pas dire. Mais aujourd'hui, quand je vois un procureur se mettre dans cette optique, oui, de poursuivre des médecins parce que dans l'exercice de leur métier, ils ont fauté, c'est une bonne démarche. On doit l'encourager. Parce que si le procureur il était dans un sommeil profond, il s'est réveillé, on doit encore interpeller les autres procureurs pour qu'ils puissent se réveiller, que ces docteurs, s'ils ont fauté, je dis bien s'ils ont fauté, qu'ils soient des exemples palpables, crédibles pour la République de Guinée. Oui, mais ce que je vais souligner, ajouter à ça, Abdallah, c'est qu'on n'est pas en train de faire le procès avant le procès, on ne rend pas de verdict. J'ai très bien dit, j'ai compris, s'ils sont coupables. S'ils sont coupables. C'est le conditionnel, naturellement. Et moi je dis, ce n'est pas notre verdict d'abord, mais ce qui est sûr, on ne dit pas que le vice-recteur chargé des études du côté de Cancan, Feu Moussa Kourouma, a été abandonné entre les mains des médecins stagiaires, mais on sait que chez nous ça se fait, c'est une réalité. Et donc si aujourd'hui le même fait, les mêmes accusations, les mêmes charges sont portées contre l'hôpital régional de Cancan, on sait que c'est une réalité. Donc ça veut dire qu'il y a il y a d'anguilles aux roches, et donc c'est quelque chose qu'on doit vérifier. C'est très important. Oui, les enquêtes sont pendant ouvertes. que cette situation se manifeste, on voit un ministre Petit Diallo de la santé en train d'organiser des marathons comme pour dire qu'on est en train de faire du sport contre les maladies sauf qu'il ne se soigne jamais. Il ne se soigne jamais en Guinée. Non mais contre les il maladies, ne se soigne jamais en Guinée. Ces ministres-là ne se soignent jamais en Guinée. Le président lui-même ne se soigne pas en Guinée quand il tombe malade. Lors d'une de ses sorties du pays, quand il est parti en Turquie, on sait. Après ça, il est allé rencontrer des médecins pour quelque chose. On le sait tous. Le problème, le secret médical. Le problème, c'est là-bas. Le secret médical, attention. Je n'ouvre pas un secret médical. Bien, c'est important. Le problème de la Guinée a une situation délabrée. La Guinée, elle manque d'espoir. Quand on veut parler de nos médecins, croyez-moi, allez-y dans ces hôpitaux-là, nos hôpitaux publics. Bon Dieu. Vous allez trouver des gens couchés. Quand tu fais un accident de circulation, le médecin, tellement qu'il s'est marié à la méchanceté, pour ne pas dire à l'ignominie, demande d'abord une somme pour qu'au moins qu'on te touche. Ouais. Pour que tu sois soigné, premièrement. Deuxièmement, ces mêmes médecins, le lit sur lequel tu vas te coucher, on ne pense même pas à ta situation actuelle. Ouais. On te soutire de l'argent. Si ta famille n'a rien, c'est que tu vas mourir. Certes, c'est le recteur de Cancan. Mais combien de citoyens lambda, combien de pauvres citoyens ont assisté à de tels drames? On en parle presque peu. Ouais. Aujourd'hui, nos médecins, et pire, tous ces grands médecins dans les grands hôpitaux ont des cliniques privées. Ouais, c'est ça le véritable problème, c'est ça le péché. Vous nous sortez des écrivains de textos, vous nous sortez des regardeurs de vidéos dans les salles de classe, appelés stagiaires.
on les répartit dans les... La génération TikTok, toc, oui, toc. la génération TikTok, Toc, toc. la génération toc et de story. Comme l'a dit Dr Bano. Vous répartissez ces personnes dans les cliniques ou dans les hôpitaux, et puis des hôpitaux dignes de nom. Les hôpitaux publics. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire? Moi, ma tante, elle est tombée malade. Son pied s'est enflé quand on est venu. Le premier stagiaire qui est venu, vous savez ce qu'il nous a dit? On va couper. Qu'il faut opérer d'abord les pieds de ma tante. Si ça ne va pas, non, on va l'amputer. Voilà, l'amputer. Aller à une coupure. J'ai dit, mais mon frère, toi, tu es malade. Tu ne mérites pas ta robe là. Et directement, on a appelé un autre hôpital de Kamsa. Vous connaissez. Ouais. On nous a dit qu'il y a un produit que si elle prend ce produit-là, le sang va commencer à circuler dans les veines. On a dit, ma tante ne va pas dormir dans l'hôpital là aujourd'hui. Nos docteurs sont méchants. Ouais. Il y a une méchanceté qui ne dit pas son nom. Si l'ange de la mort tue 1000, sachez que parmi ces 1000 là, nos docteurs eux-mêmes ont tué plus de 500. Attention. À travers leur comportement. Non, vous allez me comprendre si je continue. Laisse-moi aller avec cette citation de Harry Montorland qui dit, notre grande erreur, c'est de croire que les médecins, les avocats et les prêtres ne sont pas des hommes comme les autres. Il ne faudrait pas aussi les mettre dans cette posture. Non, ce sont des hommes. C'est des hommes qui peuvent commettre des erreurs. Commettre une... Écoutez, allez, à qui là je vais l'aider? Je suis dans l'esprit de cette citation. Un jeune m'a expliqué, lors de son intervention chirurgicale. Vous savez ce que le docteur a fait? Il a laissé les trucs, comment on appelle, les outils un outil de travail. Dans le corps de la personne. Oui, ça se passe. C'est fréquent. Mais c'est fréquent. Même si c'est fréquent, si le docteur avait très bien la tête sur les épaules, si le docteur s'occupait bien de cette personne, il n'allait pas le faire. Bien. Mais ce pays-là, on a du chemin à faire. Non, pour terminer. Voilà, pour terminer. Moi, je vais un peu revenir sur la citation. Et quand l'auteur raconte ceci, moi, je me dis que oui, ce sont des hommes tout comme nous. C'est-à-dire, chaque homme peut commettre des erreurs. Voilà, peut commettre des erreurs. Mais quand on est médecin, il faut comprendre, Abdallah, qu'on a prêté un serment. Le serment d'Hippocrate. Et donc, ça veut dire, normalement, quand on se rend dans un hôpital, quand on est malade, les premiers soins doivent être rendus. Mais chez nous, c'est le contraire. Surtout ça. Quand tu viens, tu n'as pas d'argent. C'est la politique. On ne peut pas s'occuper de toi. C'est la politique installée même au sein de ce département. Si ta famille n'a rien, face à une certaine pathologie, et je rappelle au ministre, succomber. La césarienne. Et je rappelle, je le disais, on est dans tout ça avec tous ces ministres qui sont succédés. Aujourd'hui, c'est ministre Diallo et qui organise un marathon de sport pour dire on est contre les maladies cardiovasculaires pendant que le sérieux problème c'est le personnel. On a besoin d'un personnel compétent, talentueux, dynamique et travailleur dans nos hôpitaux, Abdallah. On a un personnel. Non, Yamoussa, mais on n'a pas de personnel. On a un personnel qualifié. Laisse-moi t'expliquer. On peut avoir un personnel qualifié, mais on peut avoir un personnel. Mais on a besoin de ce personnel-là dans nos hôpitaux. On peut avoir un personnel. Si le personnel que vous qualifiez de qualifié également, si ce personnel ne joue pas son rôle dans nos services publics, mais sauf dans les cliniques privées et particulières, c'est qu'il y a problème. Et donc aujourd'hui, nos hôpitaux ont besoin de personnel compétent. Bien. Si ceux qui sont censés rendre service ont aujourd'hui notre vocation, mais il faut bonjour au recrutement. Bien. Mais pourquoi je me demande... Ce que je veux te faire comprendre, je partage ton opinion. Bien. C'est juste que dans cette structure, dans les structures sanitaires, il y a évidemment des personnes qualifiées, des bons médecins. Là, je te de très bons médecins. Ouais. Mais le hic est que ces médecins ont leur clinique privée. Bien. Maintenant, la grosse problématique, est-ce qu'ils sont mal rémunérés? Est-ce que la prise en charge faite par l'État n'égale pas non, c'est beaucoup de médecins sont bien payés. On n'arrive pas à combler les dépenses de ces derniers.
Ça, c'est l'autre question. C'est de l'hypocrisie. Moi, je qualifie ça de l'hypocrisie. Parce que quand vous venez dans nos hôpitaux, les responsables vous recommandent directement dans leur clinique. Il ne faut même pas écarter la thèse du ministre de la Santé. Au lieu de vous apporter le soin, on te dit, même si tu es dans un besoin urgent, soit tu passes dans une clinique, on va te recommander. C'est comme si là où l'hôpital où tu t'es dirigé, ce n'est pas un hôpital de traitement. Mais c'est de l'hypocrisie. Moi, je trouve ça comme de l'hypocrisie et je soutiens, je ferme là-dessus. Il faut un changement, un réveil de conscience dans tous les secteurs. Il faut même que le ministre de la Santé se réveille. De conscience dans le secteur de la santé. Il faut que le ministre de la Santé se réveille. On ne va pas rester dans ces... On ne va pas rester dans ces copier-coller. On ne va pas rester dans ça à tout moment. On a eu des ministres bons de la santé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il doit prendre sa responsabilité. Si tu es un grand médecin, tu as une clinique privée, envoie d'autres personnes. Tu as été recruté par l'État, à la fonction publique. Tu dois accepter de travailler au sein de cette entité. Mais malheureusement, personne n'a pris sa responsabilité dans le pays. On est dans un laisser-aller total. C'est laxisme. Je vais dire à mon réalisateur de réveiller le ministre Pété Diallo en attendant qu'on continue le débat. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner sur Kavi Média, c'est du lundi au vendredi, quand il est 9h sur 10h30. Nous décryptons l'actualité sur toutes ces formations au pain fin, les sujets les plus brûlants. Vous êtes avec l'équipe qui vous accompagne du lundi au vendredi. Vous l'avez compris, le débat, il est houleux dans ce studio. On parle évidemment maintenant de sport pour terminer. Il est très important de le dire, mais juste avant, bonne fête à tous les anciens du Guinée et du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes le 5 octobre, 2023. Et certes, demain, nous aurons ici dans ce studio un syndicat ou un enseignant ou un cadre du ministère de l'Éducation qui va nous parler des avancées majeures. Parce qu'il faut le rappeler, c'est seulement en 1994 que la Guinée a pris son destin en main côté secteur éducatif. Donc, depuis lors, quel est le diagnostic à poser? Demain, certes, nous allons ouvrir le débat sur ce plateau parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le jeudi d'enquête, même si on a trop de sujets à débattre, il faut le dire. On parle de ce limogeage du sélectionneur ou du technicien franco-guinéen du Auréa AC, Romain Falls. Il est déjà dans ce studio et sur ce plateau avec nous, notre consultant des questions de sport, Amadou Major Diallo. Rebonjour. Bonjour Abdallah, bonjour. On parle de ce limogeage, le Auréa AC qui plane encore, a du mal à se relever malgré tous ces investissements, les crises économiques, la mauvaise prestation, les mauvaises prestations du club en font foi déjà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas du côté du Auréa AC? Qu'est-ce qui a prévalu au limogeage de ce technicien? Bon, c'est une information qui n'a pas été officialisée par la direction du club. C'est à travers nos confrères de 6 Médias, leur page Facebook. C'est eux qui ont informé tout le monde. Mais tout le monde est unanime que c'est un média qui est proche de ces clubs. Les sources sont sûres. Même si sur la page officielle du club, ils n'ont pas officialisé l'information, ils n'ont pas fait un point de presse. Mais on est surpris parce que souvent, le constat est qu'en matière de communication, les clubs guinéens ne sont pas professionnels. Même moi, j'en fais partie parce que je suis communicant d'un club. Parce que déjà, les communicants ne sont pas outillés. Les communicants ne sont pas considérés ici en Guinée. Ils sont là juste parce qu'ils aiment le sport, ils aiment le club, c'est ça. Et si le communicant n'est pas outillé, s'il n'est pas entouré administrativement, il ne va pas être à la hauteur d'informer le peuple de Guinée ni la presse sportive. Parce qu'il y a eu plusieurs débats ici, il y a eu plusieurs problèmes dans les clubs. Ça n'a pas été officialisé sur la page du club et il n'y a pas eu un point de presse. Et pourtant, on a besoin des informations fiables et sûres. Et même si tu invites ces personnalités dans un média, si le média n'est pas connu d'une manière, sinon s'ils n'aiment pas la tête de l'animateur de cette émission, ils ne vont pas partir éclaircir la lanterne au peuple de Guinée. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Ce n'est pas pour le journaliste, mais plutôt aux supporters de ce club. On sait que c'est le club phare en Guinée. Mais si bientôt 24 heures,
le club n'a pas officialisé. C'est franchement lamentable. Alors, revenons sur ce problème. Selon nos sources d'information, qu'il a abandonné son poste. C'est pour cela que l'entraîneur a été limousé. Ça, ce sont nos sources d'information. Maintenant, par ailleurs, Abdallah, moi, je ne suis pas surpris du fait que cet entraîneur a été limogé. Mais plutôt, moi, j'étais surpris du fait que l'entraîneur est venu dans ces clubs. Et pourtant, oui, le club traverse des moments très, très difficiles. Vous avez vu les départs de la plupart des joueurs étrangers. Ils ne sont pas en Guinée financièrement. S'ils ne sont pas là, au fait, ils ne peuvent pas jouer pour le club. Ils ne peuvent pas rester en Guinée. Ils sont partis ailleurs. Maintenant, après quelques temps, on entend l'arrivée d'un entraîneur qui vient d'un club très riche. Ça, c'est le club Amazulu d'Afrique du Sud, où tout le monde est unanime que le président du club a les moyens. Il quitte dans ce club pour venir dans un club qui traverse franchement une crise aiguë, on peut le dire ainsi. Après quelques jours, on voit le club éliminé en Ligue des Champions. Parce qu'ailleurs, les responsables de ce club voulaient nous faire comprendre que ce club ne traverse pas des moments difficiles en amenant des joueurs en provenance de l'académie, leur projetant directement ou pas en championnat, mais en Ligue des Champions. On les a vus au Ghana, ils ont perdu sur le score de 3-1 parce qu'il n'y avait pas un banc de touche qui est costaud, qui est capable de créer la différence. Match retour à Conakry. 2 ans. 2 ans. Ils ont quand même fait jouer quelques jeunes joueurs en provenance de l'académie. Un joueur avait marqué, l'autre avait presté. Mais c'était en dents de scie. Après 20 minutes, on ne voit plus ces joueurs. Donc moi je me dis, je ne suis pas surpris, Abdallah, parce qu'aujourd'hui, les clubs guinéens ont des sérieux problèmes. Surtout les clubs là où le président du club a l'argent. Donc aujourd'hui, c'est la politique qui constitue un véritable problème dans ces clubs guinéens. Parce qu'à un moment, Antonio, il était quand même très médiatisé. Antonio, il était sur tous les fronts. Président de la Fédération guinéenne de football. Antonio qui gérait le stade général Lansana Conté de Nongo. Antonio, président de Guinée Games, c'est-à-dire cette société de loterie. Aujourd'hui, c'est comme une chute aux enfers pour le président Antonio Soiré et toute la dynastie Antonio, j'ose le dire. Parce qu'on a quand même vu ce stade qui n'a pas été homologué. Le début de la crise, on a vu Guinée Games, il l'a perdu. L'autre crise, aujourd'hui, le RAC avec les joueurs qui ne sont pas payés. Le troisième problème, aujourd'hui, c'est comme une accumulation de problèmes. Aujourd'hui, ce qui a manqué, on peut dire qu'il y a eu un manque de stratégie, un manque de politique, de gestion de ce club, le RAC, parce qu'à un certain moment, c'était quand même une fierté pour les Guinéens de parler du RAC. Effectivement, le principal problème de ce club aujourd'hui, c'est pas l'entourage du président du club, mais plutôt même le président du club lui-même, Antonio Soiré. Si j'entends bon nombre de personnes sont là à dire que le fait qu'Antonio a chuté, c'est son entourage, non. Antonio, c'est un cadre. Il connaît le football, il a joué le football, il a étudié même en Europe. C'est un homme d'affaires, il connaît c'est quoi l'entrepreneuriat. Parce que ces entreprises quand même sont en train de progresser par rapport à son club. C'est une question fondamentale qu'on doit se poser. C'est une question encore qu'on doit se poser. Pourquoi Antonio est venu dans le football? C'est pour quel objectif? C'est pour aider le football guinéen? Point d'interrogation. Et pourtant, le centre de Yorokogia, ce centre n'est pas gratuit. On paye pour intégrer le centre. C'est un centre payant. Voilà, ça c'est payant. Alors, le club aussi, si vous, à un certain moment, si vous avez vérifié l'ossature de ce club, la plupart des joueurs, ce sont des étrangers, où le Burkina a profité, ils avaient 2 joueurs en équipe nationale, où le Niger avait profité avec Djibo, où la Mauritanie a profité avec le latéral Khadim Djaï, où bon nombre quand même ont presque profité, et même les Guinéens, on peut le dire ainsi, au niveau du Chan. Mais avec le sport à la base, ils sont passés à côté. Où ils sont passés à côté? Parce qu'ils étaient entourés par des personnes qui sont là à mentir à ce président de club pour partir lui soutirer de l'argent. Aujourd'hui, il faut voir l'entourage. Bon nombre de personnes ont fui le président Antonio. Et maintenant, le club est en train de chuter financièrement parce qu'ils ont fait comprendre au président du club, le football, il faut seulement mettre l'argent. C'est un homme riche. Il a des comment dirais-je, des rentrées en matière d'argent. Ils n'ont pas dit au président du club, le football, quels qu'en soient les moyens d'un président du club, il faut avoir une politique sportive professionnelle. Cette politique, c'est quoi? Il faut vendre les joueurs, il faut acheter les joueurs. Et tout dernièrement, le club a libéré les joueurs sans avoir un franc. Il n'y a pas eu de retour financièrement. C'est le cas de Morlaï. C'est le cas de Sanko. Bon nombre de joueurs sont partis dans ce club comme ça, comme s'il n'y avait pas de contrat entre eux. Parce qu'il n'y avait pas une politique sportive en place.
Ils ont fait comprendre au président du club, le football, il faut mettre de l'argent. Le Real n'est pas riche plus que le Real ou bien le Barça. Mais le Barça a besoin un peu de moins quand même pour subvenir à leurs besoins. Le club a besoin d'un fonds parce que à un certain moment même, les clubs en Europe, on peut dire au président du club de partir. Oui. Parce que le club n'est pas seulement pour le président du club, il y a toute une administration, on peut dire au président du club de partir. Mais malheureusement, les patrons en Guinée aiment les fanfarons, les patrons en Guinée aiment les faux types, les patrons en Guinée aiment des personnes qui vont leur donner des rêves. Des personnes qui ne sont pas professionnelles, qui n'ont pas de diplôme, qui n'arrivent pas à se réactualiser. Prenez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont derrière Antonio Soare, mais il faut leur demander le diplôme. Derrière le club Orea. Derrière le club Orea. Et puis, ce n'est pas seulement le Orea. Bon nombre de clubs guinéens ne sont pas professionnels. Parce que si vous partez en Ligue des Champions, il y a peu de clubs qui ont un entraîneur qui est apte à être sur le banc de touche. L'entraîneur, il est au niveau des tribunes, il veut gérer un club. Après, il te dit, je communique avec mon staff technique. Quand il rencontre avec un club maghrébien, on nous humilie. Battre les clubs du Niger ou bien du Sénégal ne veut pas dire qu'on a un grand club. La meilleure solution pour un club, il ne s'agit pas seulement d'avoir les moyens. Il faut avoir une administration solide. Et solide. Quand je dis solide, des cadres intègres. Parce qu'il y a des cadres en Guinée, ils ont le niveau, mais ils ne sont pas intègres. C'est une question d'intérêt personnel. Je vous ai suivi avec attention dans vos débats ici concernant ce problème sanitaire, concernant ce problème de justice. C'est parce qu'un point commun, le point commun, le cadre guinéen, il est bon, mais il n'est pas intègre. Le second point, les patrons en Guinée n'aiment pas les jeunes qui travaillent, ils n'aiment pas les professionnels, ils aiment les personnes qui leur vendent des rêves. Et quand l'argent va partir, ils vont fuir et partir ailleurs. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, je prends un exemple sur le AFIA. Quand le AFIA joue aujourd'hui au stade, ils ont un public plus que le Orea. Oui, mais quand Antonio était aux affaires, parce qu'il faut souligner cela, c'est le Orea qui était quand même adulé. Aujourd'hui, je vois encore la même... parce qu'il ne faut pas confondre aussi la foule et le peuple. Des fois, j'ai l'impression de dire qu'il ne faut pas confondre le supporter et le si. Le si. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour le si. Si je viens, j'ai quelque chose. Le supporter, lui, il est là. Il est là constamment. Mais l'autre, c'est le si. Il vient avec des conditions. Aujourd'hui, ces gens qui tournent autour du président du AFIA-FC, que je n'aimerais pas citer, demain, ils étaient derrière le Orea AC avec le président Antonio Soare. Aujourd'hui, le Orea est comme un dauphin. C'est le club dauphin de la Guinée parce que le Orea n'a pas un tel public. Le public qu'on a vu derrière le Orea, il y a quelques années, n'est pas le même public maintenant. Aujourd'hui, tout le monde est en train de tirer à boulet rouge sur le Orea AC, mais il y a quand même des performances, des acquis quand même pour le Orea. C'est pas parce qu'ils sont en crise qu'on doit quand même tirer à boulet rouge sur vous savez, le staff technique et l'équipe. Ce que les gens n'ont pas compris dans ce pays, si moi j'arrive à énumérer les problèmes d'un club, cela ne veut pas dire que je suis contre Antonio ou bien je suis contre le club. C'est pour la première fois que je déclare dans une émission, moi je suis un supporter du Orea, je supporte le club. Quand Morla était dans ce club, j'étais derrière Morla et derrière le club. Je suis d'accord avec l'entraîneur adjoint. Dès que je l'appelle, il se déplace. Tout dernièrement, il était dans notre émission sportive. Il a dit que si c'est Major qui m'appelle, je viens. Parce que je dis la vérité. C'est comme le cas de Kemoko. Kemoko m'a dit... Quand tu m'invites dans une émission, je vais venir parce que tu dis la vérité. C'est pas parce que je suis d'accord avec Kemoko ou parce que je suis d'accord avec l'entraîneur adjoint que je suis pas censé à recenser le problème. Maintenant, s'ils arrivent à écouter l'émission, s'ils ont des objectifs où ils sont conscients, c'est une opportunité pour eux de recenser leurs lacunes et d'avancer. L'équipe de France, à un certain moment, a été critiquée par la presse française. Mais après ça, le début, ils ont trébuché en Coupe du Monde. Vers la fin, la France a remporté la Coupe du Monde. Cela ne veut pas dire que la presse française n'aime pas l'équipe de France. Mais aujourd'hui, on a un problème dans ce pays. Si moi, dans une émission sportive, dans n'importe quelle émission, j'arrive à parler des défaillances d'un club, on me colle des étiquettes. Major n'est pas avec nous, il est contre nous, il ne voyage pas, il n'a pas des opportunités. Mais moi, je m'en tape. Je suis là à servir le peuple de Guinée. On a vu le feu doyen, comment dirais-je, Pathé Diallo. Il est parti. Mais aujourd'hui, il a un nom. Il n'est pas parti avec des milliards. Mais il a un nom. Ils ont vécu. La génération de Gaussou Diaby, ils n'ont pas les moyens. Mais aujourd'hui, c'est des icônes. Après ça, ses enfants seront quand même seront fiers de lui. Mais aujourd'hui, il y a de ces journalistes aujourd'hui qui n'osent pas se taper la poitrine parce qu'ils changent de camp.
ils n'ont pas de position fixe. Il y a de ces personnes qui étaient derrière Boba Sampil. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'AS Kaloum. On a transité vers le Orea. Quand le Orea commence à chuter, on a transité maintenant vers le Afia. C'est la même chose. Pour preuve, SOR Academy, c'est le seul club guinéen qui reste aujourd'hui dans une compétition africaine. Ils sont au niveau des phases de poule. Mais quand SOR Academy joue au stade, allez-y voir si c'est le même monde que le Orea ou bien que le Afia. Parce que le président des clubs n'a pas les moyens. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on soit conscient dans ce milieu sportif. Pour preuve, je prends aussi l'exemple sur l'équipe nationale, le Sili national. Morla Silla n'est pas sélectionné pour ces 2 matchs amicaux. Le problème de Madi, lui, entre lui et son entraîneur, on comprend que dans l'équipe nationale, c'est une question de clanisme, c'est une question de business. Mais moi, je n'ose pas dire ça, sinon on va me coller des étiquettes que je n'aime pas les Comores, ou bien on appelle Sega et truc le vice-président. Je communique avec Sega. Makadi, le chargé de commandirer, ce sont mes amis. Mais quand il y a un problème, il faut quand même que tu oses dire la vérité que ça ne va pas. Aujourd'hui, pour résumer, Abdallah, le problème du football guinéen, on n'a pas des cadres qui sont intègres. Jusqu'à présent, on a du mal à trouver un président au niveau de la fédération guinéenne de football. On a du mal à trouver un entraîneur qui est capable de gérer les vestiaires. Aujourd'hui, on a des fédérations qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas de championnat, qui n'ont pas d'équipe, mais qui représentent la Guinée dans les compétitions. Le football féminin, on n'a pas un championnat digne de nom. On n'a qu'un tournoi, mais le pays est représenté dans plusieurs catégories. Mais est-ce qu'on respecte cette population ? Attention, est-ce que cette population guinéenne, elle est considérée? Cette population guinéenne, elle est passionnée du sport, mais elle est trahie par les acteurs de football guinéens. Cette population est trahie par les journalistes sportifs guinéens. Cette population est trahie par les mécènes du football guinéen qui n'ont pas de ligne éditoriale sportive comme le club tanzanien. On a vu le club tanzanien Simba qui vient à peine d'arriver dans ce milieu, on peut le dire ainsi, avec un président du club, comment ils ont humilié le Orea. Mais il faut partir voir la politique sportive de ce club tanzanien. La rentabilité en matière de public, comment ils ont fait leur recrutement. Mais c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, franchement, dans ce pays, c'est lamentable. On évolue dans l'amateurisme. On veut voiler la vérité. Arriver sur le plan international, les clubs guinéens sont humiliés dans toutes les catégories. Bien. On est en train de continuer dans ce sens. Oui, alors qu'est-ce qu'il faut pour rehausser le niveau du sport guinéen? Et parlant du Orea, est-ce que d'un côté ce n'était pas une rupture économique ou est-ce qu'il y a nécessité, s'il faut, de revendre ou de chercher d'autres partenaires avec le club? Je pense que dans la vie, il faut vivre en fonction de tes moyens. Je n'ai pas les moyens, je vis en fonction de ces moyens. Je mise sur les joueurs locaux du pays. Je travaille avec eux, avec un entraîneur local. Je reviens complètement. Ensuite, je vais mettre une stratégie de marketing et de communication. Ouais. Les clubs guinéens n'ont pas de sponsor. Les clubs ne communiquent pas en Guinée. Il faut voir aujourd'hui en championnat de France en 2e division, tu as du mal à identifier la couleur du maillot parce qu'il n'y a que des sponsors. Il faut partir voir est-ce que les clubs guinéens ont leur service marketing. Ils n'en ont pas du tout. Ils comptent que sur le président des clubs. Et cela, il faut revoir la politique sportive. Il faut revendre les joueurs. Il faut former les pépites, leur revendre, chercher des moyens pour avoir aussi de ressources financièrement. Et deuxièmement, dans un cadre général, pour que le sport guinéen se relance, on ne manque pas de bons footballeurs. On ne manque pas de cadres compétents. On ne manque pas de connaisseurs de football. Il suffit juste qu'on soit conscient, comme le Maroc et le Sénégal. Si toi, Abdallah, tu es conscient en tant que journaliste, le DS est conscient, le président du club est conscient, chacun travaille consciencieusement partout là où il est, sans démagogie, sans se faire plaire au président du club, sans se faire plaire à qui que ce soit. Je vous assure, le pays va retrouver ses repères comme le AFIA 77. Le AFIA 77, il n'y avait pas des personnes qui sont riches. On n'avait pas des footballeurs qui jouaient à l'étranger. Mais le AFIA était quand même un club, était quand même une équipe digne de nom parce que les joueurs jouaient pour la nation. Oui. Les cadres servaient la nation. Quand on n'aime pas le football, quand on veut se rendre riche, mon frère, il faut aller à Madina ou bien dans les banques ou bien à la douane. Mais le football, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, l'AS Kaloum? Parce que c'est mon club, hein? L'AS Kaloum est devenu un club qui a complètement perdu ses repères, ou un club où le président du club n'est plus d'accord avec son public. Un club, même toi Akila, tu peux partir signer un contrat le matin et la soirée,
tu es parti, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans ce club. Ce club est là aujourd'hui pour juste devenir un endroit où les joueurs se relancent, où les joueurs qui ont perdu presque leur carrière, où ils vont partir se relancer. Mais malheureusement, les supporters de Kaloum aiment ce club, ils aiment leur commune. Ils sont là parce que franchement, c'est des supporters qui aiment, qui ont l'amour de ce club. Mais honnêtement, aujourd'hui, ce club est complètement perdu. Alors parlons du Oroya. Puisque le club est en train de faire une chute, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour le club d'Antonio Souaré pour se relancer, justement? Pour se relancer, je vous ai dit, il faut que le président du club, le propriétaire, recule. C'est-à-dire reculer, évoluer en fonction de ses moyens. Pas parachuter les gens, faire semblant, pas colmater. Donc miser sur l'académie peut-être. Miser sur l'académie, miser sur les joueurs locaux et de se préparer d'abord, bâtir un empire. Club. Voilà, un empire. Reculer, c'est pas un problème. On a vu le Barça qui a reculé. Barça aujourd'hui, il trébuche avec les joueurs en provenance de leur centre de formation. Ils sont en train de reconstruire l'équipe. L'entraîneur était un ancien du club, Xavi. Il ne va pas leur fatiguer d'une manière. Il faut chercher un entraîneur local. Il faut ramener ses produits, travailler petit à petit et revoir sa politique sportive, chercher des moyens pour qu'ils arrivent à avoir des retours financièrement, comprendre qu'aujourd'hui les gens qui critiquent ce président ne sont pas ses ennemis, plutôt les personnes qui sont en train de le flatter qui sont ses ennemis. Je pense que si le président est conscient, s'ils arrivent à revoir sa feuille de route, il est capable de s'en sortir, pas seulement l'Orient, tout le club guinéen. Moi, je suis le chargé du club de la Flamme Olympique de Guinée. Je sais de quoi il s'agit. Quand vous tirez l'angle de certaines personnes, ça grommelle comme quoi le Roréa n'appartenait pas à Antonio Souaré. Est-ce une bonne stratégie si toutefois Antonio se cherche son propre club? Vous savez, en matière de journalisme, il faut avoir les pièces à conviction avant d'affirmer l'information. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas une information affirmative que Antonio Souaré n'est pas le propriétaire de ce club. Ce que moi je connais, c'est lui le propriétaire du club, le président du club, c'est son fils. Ben voilà, l'entraîneur, c'est Romain Folz. Il vient de se séparer avec le club via la page Facebook de 6 Médias. On attend que le club arrive à officialiser. Mais moi, j'attire l'attention de ce club d'animer des conférences de presse. C'est extrêmement important. Maintenant, parlons de cet autre sujet. La convocation de Kaba Diawara. Selon mon entendement, en tout cas, moi, je trouve que c'est pour la toute première fois Kaba a fait une très bonne convocation. Que tirez-vous en tant que journaliste, analyste sportif, une fraîcheur dans cette convocation? Qu'est-ce que vous-même, vous n'avez pas aimé? Parce que vous avez cité tout à l'heure Morlaye Sylla. Vous savez, l'entraîneur, il est responsable. Même si c'est lui qui connaît. S'il veut, il peut recruter son cousin et qui que ce soit. Nous, on attend un bon résultat. Je ne lui mets pas la pression. Mais moi, à mon avis, depuis l'arrivée de Kaba Diawara, je n'ai pas aimé sa gestion. Je n'ai pas aimé, comment dirais-je, ses stratégies de management. Un entraîneur est un manager. Ces conflits entre les joueurs, c'est lui qui est censé de régler ses problèmes. Mais c'est lui-même qui est en train d'enflammer la situation. Quand à un certain moment, quand tu viens au Real de Madrid, si tu veux progresser, même si Ronaldo a des problèmes, approche Ronaldo, tu essaies de dorloter Ronaldo pour que le club avance. Mais tout le temps, il a des problèmes avec Madi, il a des problèmes avec Morlaye Sylla. Je ne comprends pas. Un entraîneur, il ne s'agit pas d'avoir des diplômes, mais il faut être un entraîneur de caractère comme Zinedine Zidane. Zidane n'a pas assez de diplômes, l'entraîneur Aliou Cissé n'a pas assez de diplômes, mais il écoute son entourage. Il évolue en bloc, il écoute les sondages, il observe la presse sportive. Mais un entraîneur qui pense que la presse sportive est contre lui, il pense que les gens qui arrivent à parler de ses défaillances, ces personnes sont contre lui, il ne peut pas évoluer, même s'il arrive à avoir les meilleurs joueurs du monde. Je pense que sur le choix de Kaba Diawara, moi, je ne suis pas d'accord. Mais par ailleurs, il nous a ramené des bons joueurs. Ce qui reste clair, sa liste n'est pas du tout appréciable. S'il ne convoque pas un joueur, il doit animer un point de presse. Mais cette fois-ci, il a publié sa liste sans animer un point de presse, sans justifier l'arrivée d'autres joueurs. Voilà, sans justifier encore l'absence des autres joueurs. C'est ce qui nous montre que l'amateurisme est en train de régner au sein de l'équipe nationale. Alors, est-ce qu'en quelque sorte, Kaba Diawara aujourd'hui est en train de pêcher, entre guillemets, dans le désert? Je vais dire, est-ce qu'il n'a pas aujourd'hui les moyens de sa politique? Bon, il a ses moyens de sa politique, mais il est en train de faire des règlements de compte.
Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas nous ramener la CAN. Hein. Cela ne peut pas dire qu'Aba ne peut pas progresser au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Il reste clair avec ces joueurs-là. Voilà, c'est possible qu'il progresse parce que là, je ne peux pas m'aventurer dans des idées précoces sans voir la CAN. Mais il a des très bons joueurs. Mais il y a de ces joueurs aussi qui ont leur place dans cette formation. Le véritable problème de Kaba Diawara, c'est l'orgueil. Il n'a pas une très bonne politique de management. Il ne manage pas les joueurs. Quand tu n'es pas d'accord avec lui, il te zappe. Et ce n'est pas ça le management. Il faut savoir gérer les vestiaires. Le meilleur entraîneur au monde, c'est celui qui est capable de gérer les vestiaires. Le meilleur père de famille au monde, c'est celui qui est capable de régler les problèmes internes de sa famille sans que les voisins arrivent à se rendre compte. Mais si les voisins arrivent à se rendre compte, à tout moment que toi, tu as des problèmes dans ta famille, cela veut dire que tu n'es pas responsable. Vous allez m'excuser le terme. L'entraîneur Kaba Diawara, il n'a pas d'expérience sur le plan administratif. Oui, mais c'est le football aussi, parfois ça déballe. Alors, comparativement parlant, est-ce que la paix qu'on a connue de par le passé avec des résultats aussi moroses, tant bien qu'il soit aujourd'hui, Kaba Diawara, le même, est caricaturé, n'est-ce pas une bonne solution si toutefois on veut avoir une bonne équipe comme le temps des Daniel Passarella, des Gattuso, des George Okonwa? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de laisser Kaba continuer aussi avec cette équipe, surtout avec cette convocation, que de chercher encore à polémiquer sur d'autres sujets? Aujourd'hui là, on ne polémique pas sur le problème de Kaba Diawara. On est en train de dire ses lacunes, on est en train de dire ses erreurs. On n'a pas le choix, l'infraction est déjà consommée. Moi je souhaite qu'on continue avec Kaba Diawara. Mais cela ne veut pas dire que Kaba n'est pas capable de progresser au niveau de la CAN. C'est pas parce que Kaba ne peut pas nous ramener la CAN. Seulement ce monsieur a un problème de gestion. Ce monsieur a un problème d'orgueil. Ce monsieur a un problème de management. Ce monsieur a un problème, il veut faire le forcing. Il veut que lui seul, ses idées marchent. C'est ça le problème. Mais on lui souhaite quand même bonne chance. Hein. Je n'ai pas dit que Kaba ne peut pas nous ramener la CAN. Sur le cas de Kamfouri Lapie Bangoura, voici un entraîneur qui ne connaît pas sa valeur. Il ne connaît pas qui il est. Oui, c'est pour vous dire que Kaba, comment dire, Lapie Bangoura ne connaît pas sa valeur. On convoque Lapie Bangoura si on n'a pas de solution. Avec l'équipe locale, c'est parce qu'on n'avait pas d'entraîneur, il n'y avait pas de solution. Il faut penser au plan B. Lapie, il accepte tout. Oui, il est un nationaliste, il aime trop sa nation. Voilà, on se pose une question, il aime trop sa nation. Il est un nationaliste. Non, lorsque l'Oréa était en crise, on dit qu'il faut appeler Lapie Bangoura. Il vient, il se lance dans des pièges. Il est venu avec le AFIA. Quand il n'y a pas de solution, on dit appeler Lapie Bangoura. Mais le AFIA était conscient qu'il y avait Lapie Bangoura en Guinée. Oui. C'est parce qu'il y a un problème, on l'appelle, il vient en sapeur-pompier, il ne connaît pas sa valeur au fait. Et deuxièmement, c'est des bons entraîneurs, mais qui ne sont pas crédibles. Moi, je peux le dire ainsi, on échange avec les joueurs. C'est des entraîneurs qu'on ne peut pas compter sur ces genres d'entraîneurs qui... Il y a ce business qui existe oui, il y a ce business qui existe. Le problème des Guinéens, il y a le business. Le Guinée est tellement corruptible. Même au niveau du Conor ici, il y a des bruits qui sont là autour de ce Conor, qui a des business qui sont en train de se faire dans l'équipe nationale. Les entraîneurs guinéens, c'est des bons entraîneurs. Hein. Ils ont des bons diplômes, mais c'est des entraîneurs qui sont corruptibles. On échange avec les joueurs. Il faut payer. Corrompu et corruptible. Il faut payer pour être en sélection. Regardez le cas de Kamfouri là qui est venu en sélection avec Kamizad. C'est des entraîneurs, c'est des personnes qui n'ont pas de formation. Ils sont partis, Est-ce que tu n'es pas trop dur? Ils n'ont pas de formation. Pour preuve, ils sont partis avec les U20. Le premier match, l'entraîneur était malade. Kamfouri là, il était là, l'ancien international guinéen. Il est passé à côté parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Ils ne s'auto-forment pas. Il faut courir derrière le Conor. Il faut courir derrière les présidents des clubs pour être entraîneur dans ces catégories. Regardez l'entraîneur des U23 qui était parti au niveau de la Coupe d'Afrique avec la 3e place. Mais malgré ça, on l'a dégonné. Il est parti, on l'a amené qui? Charles Pakile. Mais qu'est-ce qu'il fait en France? Pakile qui est... entraîneur de Kaba Diawara. Quelqu'un qui est entraîneur des moins de 15 ans en France avec Lille. Mais allez-y vérifier sur Google Charles Pakile. Il a quel background, il a quel vécu pour avoir une équipe des U23. C'est une suite logique. On sent que c'est du business. Le Guinéen, il est bon, mais son problème, il n'est pas conscient. Alors, parlons de cet autre joueur, parce que là, il s'enracine vraiment en Europe, surtout en Allemagne. Je veux parler de Serhou Guirassy, qui est encadré par aussi des bons latéraux. Est-ce qu'en Guinée, il ne rencontre pas des difficultés aussi pour s'y mettre? Le système, c'est 4-4-2. 4-4-2, même en Europe, les gens ont zappé ça. La Guinée n'a pas des joueurs qui ont ces profils pour jouer le système 4-4-2. Un entraîneur, quand tu viens dans un club, avant de faire ton système,
tu fais le système en fonction du profil des joueurs. Kaba Diawara nous a dit qu'il n'a pas de bons latéraux, les couloirs ça bouge pas comme à un certain moment. Il y avait Ibrahim Kamara de Parme, il y avait Fodé Mansaré. Aujourd'hui, il n'a pas ces profils. Mais quand tu es conscient que tu n'as pas tes profils, fais le système en fonction des joueurs. Ouais. 4-3-3, ça marche. Tu as 3 milieux de terrain, tu as 3 attaquants. Les 2 autres attaquants sont là en tant que faux ailiers pour centrer les ballons, pour alimenter l'attaquant de pointe. Mais malheureusement, lui, il veut jouer avec le système 4-4-2. Le Sili a tout le temps dominé, le Sili a tout le temps conservé le ballon, mais les attaquants n'arrivent pas à se démarquer. Et le plus grand problème, le Sili ne conserve pas de but. Quand le Sili marque, il lâche directement. C'est pour cela, c'est le système 4-4-2. Parce que 4-4-2, on domine. Les défenseurs montent, ils ont l'excès de confiance. Derrière, il y a des boulevards. Les défenseurs sont obligés de venir remplir le milieu de terrain parce que les milieux de terrain sont partis renforcer les attaquants. Ils ne gagnent pas le ballon. C'est contre le Brésil. On joue, mais on nous rattrape dans les contres. Le système 4-3-3, ça marche rapidement avec la Guinée. Mais vers les côtés, tu as un joueur, Morgan Guilavogui, qui conserve le ballon, qui est technique. Tu as François Kamano. Kamano ne centre pas les ballons. Ils vont alimenter qui ? Mais il n'y a pas de déviation, l'attaquant est complètement verrouillé. C'est pour vous dire que tout dernièrement, même Serhou Guirassy, il a dit qu'en équipe nationale, qu'il n'est pas à l'aise. Si Kaba Diawara, il devrait écouter les émissions sportives, suivre la presse, recenser ses erreurs. On n'est pas contre lui, hein. Il n'est pas patriote que nous, parce qu'il est venu en Guinée. C'est parce que vers la fin, il a été zappé par la France. Il a marqué un but. Tu veux faire le Madi Camara. C'est une réalité. Alors, moi, je fais partie de ces Guinéens qui ont besoin une coupe de la CAN. Aujourd'hui, techniquement, qu'est-ce que Kaba Diawara a besoin pour nous ramener la coupe? Pour une fois. Est-ce que la Guinée elle est prête? La Guinée elle est prête. Hein. On a une très belle génération. Ça, je vous l'assure. On est en train de préparer une équipe qui est capable de ramener la CAN. Maintenant, alors, l'entraîneur doit travailler au niveau de ses choix. Savoir le profil de chacun. Vous placez Morlaï. Quand est-ce qu'il faut faire jouer Morlaï? Ou placer Naby Keita et comment alimenter sa ligne offensive. Il a joué beaucoup de matchs, mais offensivement, ça ne marche pas. Il faut tirer les leçons. Ouais. Il faut qu'il arrive à mettre des joueurs en place en fonction de leur profil. Le choix compte beaucoup. Au niveau du classement, s'il est bien parti, je pense qu'il est capable de ramener la CAN. Sauf que la défense guinéenne, elle n'est pas rassurante. Elle n'est pas rassurante parce que c'est l'alignement défensif. Aujourd'hui, le football, ce n'est pas seulement le défenseur qui fait. Ce n'est pas les attaquants seulement qui marquent. Le football aujourd'hui, on joue en bloc. On joue un football rapide et on part devant ce projet. C'est le football anglais, c'est le football camerounais. Il faut voir Kolis Mfaye et Jambo Anguissa partir en contre-attaque pour alimenter leur attaquant Vincent Boka. Ça part très très vite. Mais quand tu connais Naby Keita, c'est un joueur qui conserve le ballon. Et en matière de récupération, il n'est pas fort. Il faut mettre derrière lui un garçon Adjibou qui est jeune, avec Morlaï, des joueurs qui sont jeunes. Adjibou récupère bien, il a un volume de jeu important qui donne à Morlaï qui donne à Naby qui facilite les attaquants. Mais quand tu prends Ilex Moriba, qui est un milieu de terrain, qui a envie de charmer le public guinéen, qui a envie de montrer qu'il a été formé au Barça, qui a envie de montrer ses lui fort, il dribble. Naby Keita, aisance technique, il est bon. Tu mets un joueur derrière lui comme Madi Diawara, qui est lent, qui n'est pas rapide dans les relances, ils vont conserver le ballon sans progresser. Maintenant, il faut savoir le profil de chaque joueur, où l'utiliser et quels sont les changements à mettre. C'est comme ça qu'il a perdu contre la Gambie. Il avait oublié que Morlaï est capable de jouer comme Naby. Il a mis le petit sur le banc. Vers la fin, il fait rentrer l'enfant en 15 minutes. C'était perdu. Oui, mais moi j'ai comme l'impression que le problème ne se situe pas au niveau des joueurs seulement. Au niveau du staff technique, il y a encore du travail à faire. Il y a du travail je me demande si vous faites la même remarque. Parce que Kaba est en train d'apprendre. Il est en train de tourner l'effectif. Jusqu'à présent? Ouais, jusqu'à présent, il est en train de tourner l'effectif. Comme tous les autres entraîneurs précédents. Parce que regardez, il nous a ramené 4 joueurs ou 3 joueurs. Mon Dieu, moi j'attends de voir. Il apprend. Voilà. Et c'est quand même un espoir d'envoyer Abdoulaye Touré. Ouais, Abdoulaye Touré pour remplacer d'autres joueurs. Les joueurs de la Saint-Etienne, ils tournent l'effectif, mais... Parce que Gawara ne donne presque pas assez actuellement. Nos entraîneurs apprennent toujours. Non, si on veut réellement ramener la CAN, il faut penser à des entraîneurs professionnels, aux entraîneurs étrangers. Kaba, il est professionnel aussi, il n'est pas professionnel, il est chroniqueur. L'entraîneur de l'équipe, attention, l'entraîneur de l'équipe gambienne. Est-ce que tu remets en cause le diplôme obtenu par Kaba? Mais il n'est pas entraîneur. Bon, c'est une question que je pose. Vous savez, pour le moment, il joue le rôle d'entraîneur. Attention, on ne peut pas dire qu'il est un amateur jusqu'ici. Le diplôme n'a rien à voir aux expériences. Avec le métier d'entraîneur. Les expériences n'ont rien à voir au comportement. José Mourinho est un bon entraîneur.
Mais quand tu amènes José Mourinho dans ton club, ça pète au niveau des vestiaires. Quand tu amènes Kaba Diawara, il connaît le football, il a joué, c'est un chroniqueur et tout ça, mais au niveau des vestiaires, il n'est pas capable. Penser qu'Ancelotti dépasse les meilleurs entraîneurs au monde, il faut être un entraîneur de caractère. Aliou Cissé n'a pas de diplôme, Aliou Cissé n'a pas d'expérience, mais il a été entouré par des grands. Il les a écoutés, il s'est remis en cause, il s'est mis dans la tête d'abord qu'il n'a pas d'expérience, qu'il a besoin d'apprendre. Mais un entraîneur qui te montre qu'il a assez d'expérience, un entraîneur qui te montre que tout natif guinéen n'est pas expérimenté, un entraîneur qui te montre que tout ce qui est guinéen n'a pas de sens, tout ce qui est guinéen n'a pas de niveau. Tout ça c'est Kaba? Voilà, oui, ça vient de l'Occident. Ça fait le Guinéen, on est complexé. On est complexé. Je ne sais pas sur quelle base ils ont amené cet entraîneur. On a des anciens joueurs, il faut les pousser à se former. On a des connaisseurs de football, il faut leur pousser à se former. Mais amener Kaba Diawara, pourquoi? Parmi ces anciens joueurs, pourquoi? Qui toi tu vois réellement qui pourrait représenter? C'est pas une question d'anciens joueurs. Non, mais c'est important pour coacher l'équipe nationale. Parce que il faut on va s'écouter pour qu'on pose la question. Gang donne assez de conseils, mais est-ce que là, ces conseils jusque-là peinent à tomber dans de bonnes oreilles? Aujourd'hui, n'importe qui, quand je dis n'importe qui, les anciens joueurs sont capables de gérer l'équipe nationale. Mais la question fondamentale qu'on se pose, est-ce que ces joueurs n'ont pas de clan? Est-ce qu'ils sont conscients? Vous savez, le patriotisme. Mais écoutez, Aliou Cissé joue pour le Sénégal. Il aime le Sénégal. Aliou Cissé ne sélectionne pas ses joueurs parce que l'autre, il n'est pas dans mon esprit. Je ne gagne pas l'argent avec lui. Je voulais être son manager, il n'a pas accepté. Ce n'est pas de règlement de compte. Pour venir en équipe nationale du Sénégal, il faut mériter. Nampalys Mendy, le cas de Idrissa Sarr, ils sont en train de faire la promotion des jeunes joueurs. Ouais. Je vous dis aujourd'hui, et Sadio Mané, ils ont les remplaçants de Sadio Mané. Ils ont des remplaçants de Koulibaly aujourd'hui. Les Nampalys Mendy, les Idrissa Sarr, les Banyang, ils sont venus remplacer la sélection parce qu'ils avaient déjà des erreurs. En 92, ils n'ont pas préparé des joueurs qui vont remplacer les anciens joueurs. C'est en 2002 qu'ils ont retrouvé une équipe nationale. Ils ont tiré les leçons et ils vont avancer. Le Sénégal et le Maroc, ils ont un projet sportif digne de nom. Les entraîneurs sont dans le projet sportif de l'État. Les joueurs sont dans le projet sportif de l'État. C'est un projet sportif, tout le monde est dans le projet et puis ils avancent ensemble. Mais là où les journalistes sportifs sont divisés, le Conor est divisé, chacun sauve sa tête. La Guinée-Bissau, on va bien avec. Mais c'est possible, non? Avec Mama Baldé. Attention, on doit jouer un match amical contre la Guinée. Ils sont très bons. On verra. Allez, en tout cas, merci Amadou Major Diallo. Ça fait du bien de t'écouter. Tant que c'est sportif, ça fait du bien de t'écouter. J'ai pas de pression derrière. Merci d'être passé. Merci pour tous ces éclaircissements et ce décryptage digne de nom. On espère te reprendre, pourquoi pas, te revoir dans ce studio dans les jours à venir, puisque c'est ça aussi l'actualité. Il y a aussi le sport qui a sa place. Akil Ali Badara, merci. Merci à tous les auditeurs. Comme on dit à Bissagé, au revoir, parce que là je vais apprendre ça. Botardé. Bon, moi je suis pas un botard. Allez, Yamoussa Cheikh Kamara, merci. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à l'équipe technique du jour, une équipe conduite par Oumar Diallo, à la production Alpha Taïbou Silla, à la réalisation notre infatigable Michel Ouamounou. Joyeux anniversaire à notre Vaba, le sorcier. Moi je l'appelle comme ça, Vaba, notre régisseur qui nous accompagne chaque matin ici à la télé. À la télé nous ont accompagné ce matin Régie Télé, Assanso, Melika Sitaoutaïek et Robert Kourouma. De l'autre côté de la radio, Mamadou Diallo avec ses doigts magiques et l'homme de nuit, moi je l'appelle comme ça, l'homme de nuit, Kandé Sankom. Merci à toute l'équipe de réalisation, à notre Monsieur Cissé, il aime qu'on le nomme ici. Allez, on se reprend demain pour le dernier numéro de la semaine au compte de l'émission Le Scanner. D'ici là, restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, le média du développement. Au revoir.